Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous, en ce lundi matin, c'est notre matinale d'info avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est David Cormand. Bonjour David Cormand. Bonjour. Vous êtes le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Bienvenue sur ce plateau. Pour vous interroger aujourd'hui à mes côtés, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour. Et Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour Michael. Bonjour à tous. David Cormand, on commence très fort. La conférence environnementale, la 4e, s'ouvre ce matin sous les critiques. 3 jours après la signature de l'accord sur le climat à New York. C'est une promesse de campagne de François Hollande qui a été instituée en 2012 et qui a pour but de fixer la feuille de route du gouvernement dans ce domaine. Alors c'est une participation sans illusion de votre part, d'après ce que j'ai compris. Vous savez, chat échaudé craint l'eau froide. Moi je me rappelle avec une certaine émotion du premier discours du président de la République en 2012 lors de la première conférence environnementale où des annonces assez fortes avaient été faites, notamment d'ailleurs sur le nucléaire, grand oublié de cette conférence environnementale, alors qu'avec l'actualité d'EDF, je pense que c'était un sujet non seulement écologique, mais également stratégique, économique pour notre pays tout à fait majeur. Et il y avait eu l'annonce à l'époque de la fermeture de Fessenheim avant la fin de 2016. Et donc on voit que les engagements, hélas, encore une fois, du chef de l'État... Le problème chez vous, c'est que votre eurodéputé Michel Rivasi parle de supercherie. C'est quand même pas génial pour démarrer une conférence environnementale et d'y être. Oui, mais comme je viens de vous le dire, le problème c'est qu'on a eu année après année des annonces de la part du chef de l'État sur les sujets écologiques et on a l'impression maintenant, c'est le terme de supercherie utilisé par Michel Rivasi, que tout ça est une sorte d'apparat, une sorte de mise en scène pour mieux permettre de ne pas faire ce qu'on a. Mais c'est pas votre thème. La supercherie, c'est pas votre terme à vous. Non, mais je le reprends bien volontiers. Le président de l'autorité de sûreté nucléaire dit dans Le Monde aujourd'hui le contexte français en matière de sûreté est particulièrement préoccupant. Vous partagez cet avis également ? Ce qui est tout à fait nouveau, c'est que ce soit l'ASN qui le dise. Et d'ailleurs, le président de l'ASN l'avait déjà dit il y a quelques semaines en parlant de risques nucléaires majeurs en France, ce qui était un terme qui n'avait jamais été utilisé. L'ASN, c'est une autorité indépendante. C'est-à-dire qu'il c'est pas une bande d'écolos avec des tongs qui donnent leur avis sur le nucléaire. C'est des gens extrêmement sérieux. Et petit à petit, on se rend compte que la tension économique sur EDF, la tension économique sur le coût de l'énergie est en train de rejaillir sur la sécurité de nos centrales avec un parc qui est vieillissant. L'État qui donne presque 3 milliards d'euros pour EDF, c'est quoi pour vous ? D'abord, c'est la preuve d'une mauvaise gestion d'EDF, puisque EDF est une entreprise dont l'État est majoritaire, enfin actionnaire majoritaire, à plus de 80%. Et donc réinjecter 3 milliards d'euros, mais pour faire quoi ? Est-ce qu'il s'agit de relancer un programme nucléaire ? Est-ce qu'il s'agit de permettre d'accompagner les énergies renouvelables ? Les deux, dit Emmanuel Macron. Non, avec 3 milliards d'euros, ça passe pas. Et notamment pour l'EPR, britannique, d'Ingle Point. Vous savez combien coûte le projet des 2 réacteurs EPR Hinkley Point ? C'est entre 25 et 30 milliards d'euros. Qu'est-ce que c'est 3 milliards d'euros dans cette affaire ? Donc vous voyez, il y a un problème de proportion. EDF, c'est une entreprise qui est aujourd'hui endettée à hauteur de 40 milliards d'euros. La gestion des déchets à Bure, c'est entre 35 et 35 milliards d'euros. La rénovation du parc existant, je ne parle pas de l'EPR, c'est entre 50 et 100 milliards d'euros. Et Hinkley Point, 2 réacteurs EPR, c'est 25 milliards d'euros. Véronique Jacquier. Le PS a remporté hier la législative partielle de la 3e circonscription de Loire-Atlantique, un peu plus de 55%, sans le soutien des Verts. Vous aviez appelé à ne surtout pas soutenir le PS. Je peux présenter les choses comme ça. Ça veut dire quoi ? Vous voulez gagner votre indépendance à travers cet appel par rapport au Parti socialiste ? Et c'était celle de Jean-Marc Ayrault, je rappelle. Oui, mais vous faites bien de soulever que c'est la première fois depuis longtemps que les écologistes ont fait le choix de ne pas donner de consigne de vote au second tour. On n'a pas appelé à surtout pas voter PS. On a dit qu'on ne souhaitait pas donner de consigne de vote. Pourquoi ? Parce qu'on constate que la ligne politique de ce gouvernement n'est pas écolo-compatible. Vous savez, on a fait un pari en 2011 et 2012 quand on a fait un accord avec le Parti socialiste et qu'on a soutenu la candidature de François Hollande au 2e tour de l'élection présidentielle. C'était de pouvoir mettre en œuvre un projet écolo-compatible. C'est pas nous qui avons gagné la présidentielle. On ne demandait pas que ça soit 100% écolo, mais au moins écolo-compatible. Qu'est-ce qu'on a constaté depuis 2012 ? C'est qu'il n'y avait pas de place pour l'écologie dans cette majorité. Et donc on en tire les... Oui, mais du coup, où est la place pour l'écologie ? Enfin, parce que quelle est votre stratégie ? On la comprend plus très bien. Pas d'accord non plus pour les législatives de 2017 avec Non, le PS ? je pense qu'on sort d'un cycle... Vous confirmez ça ? Pas d'alliance, pas d'alliance stratégique avec le PS. Pas d'alliance stratégique, pourquoi ? Parce qu'on est à la fin d'un cycle d'accord où les écologistes
Depuis la sortie de ce qu'on appelait le ni-ni chez les écologistes, ni gauche ni droite, on avait choisi au début des années 90 de rentrer dans un cycle d'alliance avec la gauche pour pouvoir mettre en œuvre des politiques écolo. Qu'est-ce qu'on constate ? Surtout sur la dernière séquence, depuis 2012. C'est, comme je vous le disais, qu'il n'y a pas de place pour faire de l'écologie. Donc, on est forcé de s'adapter à cette réalité-là. Et moi, ma conviction, mais depuis longtemps, c'est de porter un projet écologiste qui se distingue, bien évidemment, de l'extrême droite et de la droite, mais aussi d'une gauche de gouvernement, appelons-la comme cela. Mais stratégiquement, vous allez faire comment ? Parce que si vous ne faites pas d'alliance avec le PS, ça veut dire probablement peu d'élus dans peu de circonscriptions. Enfin, très peu vont tirer leur épingle du jeu. Ça veut dire pas de groupe parlementaire à l'Assemblée. Est-ce que c'est pas une stratégie qui est suicidaire ? Mais est-ce que vous pensez que la politique qui a été menée depuis 2012 pour la gauche et pour l'écologie, elle n'a pas été suicidaire ? Regardez le résultat des élections. On dit oui, cette partielle à Nantes, c'est formidable. Enfin, excusez-moi, c'est une circonscription qui était 70% à gauche en 2012. Le Parti socialiste, même avec les résultats d'hier, ils ont perdu 20 000 électeurs en 4 ans. Donc c'est cette stratégie-là qui est suicidaire. Mais la question c'est comment peser ? Je vais vous dire très simplement, on va aller, en démocratie c'est normal, devant les électrices et les électeurs. Parce qu'en démocratie, c'est comme ça que ça se passe. Moi, ma conviction, c'est que plutôt que viser uniquement des stratégies pour avoir des élus avec des accords à la petite semaine, il faut avant tout avoir des électrices et des électeurs. Et donc moi, je suis convaincu qu'il faut rentrer dans un cycle pour l'écologie de proposition d'un projet nouveau. Si on a des électrices et des électeurs, on aura des élus. Si on n'en a pas, on en aura moins. C'est la vie. Vous avez donc une forme de rupture avec le Parti socialiste. Alors, un peu de politique fiction, entre guillemets. Si François Hollande est au deuxième tour de l'élection présidentielle, appelleriez-vous aujourd'hui à voter François Hollande ? Ah là, c'est de la politique fiction façon Star Wars. Parce que, excusez-moi, François Hollande au deuxième tour de l'élection présidentielle, je ne vois pas comment cela est possible. Mais vous souhaitez un candidat écologiste en 2017 ? François Hollande au deuxième tour, c'est pas possible. Moi, j'ai l'habitude de répondre aux questions lorsqu'elles se posent. Ce que je constate aujourd'hui, ce que je crois, ce qu'observent tous les Françaises et les Français, les observatrices et les observateurs, c'est que je ne vois pas de scénario où une candidature qui se revendique de ce qui s'est passé depuis 2012 peut se qualifier au deuxième tour de l'élection présidentielle et, à plus forte raison, remporter cette élection présidentielle. Donc moi, je vois le mur s'approcher, je ne vais pas accélérer en klaxonnant pour foncer dedans. J'essaye de trouver une autre solution pour que ce qui nous soit promis en 2017, ce soit autre chose qu'un duel entre l'extrême droite et Laurent Juppé. Justement, David Cormand, une vingtaine de ministres se réunissent autour de Stéphane Le Foll ce soir pour défendre le bilan et remobiliser la gauche, dont sans doute en principe Emmanuel Cos, qui est l'ancienne secrétaire nationale de votre parti. Le slogan, c'est « Eh oh la gauche ». Alors « Eh oh la gauche », c'est quoi pour vous ? Franchement, c'est rien. Qu'est-ce que je régisse par rapport à ça ? Et où la gauche ? Enfin, c'est Nabila, c'est à la gauche. Enfin, c'est Nabila ? Mais je sais pas. Mais les Verts sont où par rapport à EO la gauche ? En tout cas, ils y seront Quand pas. vous parlez de la construction d'un pôle alternatif, c'est-à-dire les Verts indépendants, sans une certaine gauche, on n'arrive pas bien à vous situer en fait. Mais oui, mais c'est normal, madame, parce que vous êtes dans un raisonnement qui est, excusez-moi de vous le dire, le monde d'hier. C'est-à-dire qu'il y a la gauche de gouvernement, il y a la droite de gouvernement, bon, il y a l'extrême droite, et puis tout ça s'alterne. Des fois, c'est la gauche de Il gouvernement. risque d'y avoir Emmanuel Cos dans le rassemblement ce soir. Non, mais Emmanuel Cos, vous lui poserez la question, elle va où elle veut. Moi, mon sujet, c'est de me rendre compte qu'aujourd'hui, vous avez la gauche de gouvernement et la droite de gouvernement qui, petit à petit, ont le même projet. Regardez ce qui se passe en Autriche. Il y avait une grande coalition, gauche-droite. Ceux qui s'étaient alternativement partagé la politique de l'Autriche pendant des années. Là, ils avaient fait une grande coalition. Et puis, ils se sont présentés une élection présidentielle. Vous avez vu les résultats ? Ils ont fait l'un et l'autre autour de 10%. Il y a une candidate indépendante qui a fait 18%, il y a le candidat écolo qui a fait 20%, et l'extrême droite qui a fait 34%. Ce qui est en train de se passer, mais dans beaucoup de pays d'Europe, c'est que cette espèce de cercle de la raison, la gauche et la droite de gouvernement, ceux qui veulent et qui essayent d'accompagner le système laborieusement, sont en train d'être progressivement balayés. Et moi, mon sujet, c'est que l'alternative à ça, ça soit pas l'extrême droite, ça soit autre chose. Oui, mais vous la construisez avec qui, cette alternative ? Avec Mélenchon ? Avec Mais pourquoi vous voudriez à chaque fois qu'il faut qu'on se positionne par rapport à d'autres ? Vous n'êtes pas nombreux. En Autriche, vous êtes à Europe Écologie Les Verts. On est 6 000 à peu près aujourd'hui, au moment où je parle. Ouais. Ça fait pas beaucoup pour qu'on soit Non, mais alternative. vous savez, il n'y a plus personne dans les partis politiques. Enfin, moi, je vais pas. Donc ça compte plus les partis politiques. Non, ça compte Vous allez moins. construire à côté, un peu comme Emmanuel Macron. Ça compte moins. Mais Emmanuel Macron, il fait ce qu'il veut. Je ne sais pas ce qu'il construit. Enfin, aujourd'hui, il est au gouvernement, Emmanuel Macron. Il semble parfois l'oublier. Mais laissons ça de côté. Vous me posez la question de comment construire. Moi, je pense qu'il faut construire à partir d'un projet. Et ce
ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, les projets traditionnellement proposés ne fonctionnent plus. C'est pas qu'ils soient de gauche, de droite, pas assez à gauche, pas assez à droite. Ça m'intéresse pas. Moi, je suis écologiste avant d'être de gauche. C'est ça qui m'intéresse. Et je pense que les solutions pour le 21e siècle, c'est des solutions nouvelles, où on remet en question, par exemple, le dogme de la croissance. Là, vous voyez, on est en train de parler de taffetas en ce moment. C'est quoi l'espèce de mythe? C'est de dire, ah, vite, 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 la croissance, la croissance, la croissance. Je vais vous faire un scoop. La croissance, elle reviendra pas. Pourquoi? Parce que la croissance qu'on a connue pendant les 30 Glorieuses, c'est une parenthèse dans l'histoire. Et donc, plutôt que de courir et d'attendre Godot, cette espèce de croissance, de nouveaux mythes, il faut dire comment on fait pour construire une prospérité sans croissance. Et ça, c'est un projet singulier des écologistes. Vous avez raison de dire qu'on n'est pas très nombreux. Vous avez raison de dire qu'électoralement, aujourd'hui, ça ne pèse pas. Mais moi, ce que je vois, c'est que dans certains pays, petit à petit, il y a une prise de conscience qu'il faut inventer autre chose. Mais et moi, je vais être ce rendez-vous-là. Qui pour porter un tel projet? Alors, qui pour l'incarner? Nicolas Hulot, Cécile Duflot pour 2017? Je pense qu'il y a plein de bonnes candidatures qui peuvent incarner ce projet au niveau des écologistes. Il y a Nicolas Hulot, vous en avez parlé, il y a Cécile Duflot qui a fait peur on va faire une primaire chez les de clairvoyance et tout ça. Il y a Noël Mamère qui a dit qu'il était intéressé, pourquoi pas. Moi, vous savez, ça fait des années que les écologistes ils se déchirent pour savoir à chaque fois qui. Alors comment faire? Moi, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est le projet. Et après, les gens qui veulent le porter, ils se réunissent autour d'une table, ils se mettent d'accord, ils tirent à pile ou face s'ils veulent, et on propose ce projet. Vous allez le décider quand, au moment du congrès? On va le décider quand? Oui. J'ai pas compris votre question. Au moment du congrès, vous allez vous décider, savoir si... Oui, le moment, on a un congrès là dans quelques semaines, fin mai, début juin, ça sera le moment de valider, peut-être pas qui, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on fait pour ces rendez-vous de 2017? Mais au-delà du rendez-vous de 2017, c'est ce que j'essayais de vous dire, je pense que l'écologie doit se projeter dans un temps disons moyen-long, pas forcément être obnubilé que par 2017. La primaire de la gauche, elle est définitivement enterrée. La difficulté de la primaire de la gauche et de l'écologie, c'est qu'il y avait deux façons de la voir. Soit il s'agissait de faire du bouche à bouche au président de la République actuelle, ou un des tenants de la politique qui a été menée, et de faire une sorte de lifting en disant mais oui, c'est encore la gauche. Et dans ce cas-là, c'est pas très intéressant. Ou il s'agissait de se remettre vraiment en question et de dire quel nouveau projet on propose à la France, à l'Europe, pour 2017, pour espèce de sortir de la nasse dans laquelle on est. Et aujourd'hui, le choix entre ces deux options, il n'est pas arrêté. Donc moi, je le dis clairement, s'il s'agit de ripolliner en vert et en rouge une candidature du Parti socialiste qui se revendiquerait du bilan actuel, c'est pas mon combat. S'il s'agit de se remettre en question réellement pour construire un nouveau projet, pourquoi pas? Pour l'instant, cette question-là, elle n'est pas tranchée. Vous êtes toujours dans l'entre-deux, c'est pas gagné, visiblement. Véronique Jacquier, dernière question. Notre-Dame-des-Landes, la question posée aux habitants de Loire-Atlantique a été officialisée. Êtes-vous favorable au projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes? Est-ce que ça vous convient? Non, ça ne me convient pas pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que vous savez qu'à la conférence environnementale, on va notamment parler de ce qu'on appelle la démocratie environnementale. Or là, on a un exemple typique de quelque chose qu'on a mis par terre. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée de la conférence, la démocratie environnementale qui était une bonne idée. Pour ça, il aura fallu le faire sur l'ensemble du périmètre concerné par ce projet d'aéroport. C'est pas moi qui dis que c'est un projet de rayonnement de tout l'ouest de la France. C'est les porteurs de ce projet. Pourquoi on ne consulte pas l'ensemble des habitants des régions concernées, à savoir la Bretagne historique et le reste de la Pays de la Loire? Pourquoi on restreint le choix uniquement au département de Pays de la Loire, de Loire-Atlantique? Donc là, je pense que c'est une erreur, et c'est une double erreur. C'est d'abord, on veut porter à tout prix ce projet, et en plus, et surtout, on dénature ce qui était une belle idée, celle de la démocratie environnementale. Michael Vous Zamès. parliez du traité transatlantique tout à l'heure. Est-ce que vous croyez capable, François Hollande, de ne pas signer ce traité? Je ne suis pas dans la tête du président. Ce que je sais, c'est que... Vous savez qu'il l'a dit dans son émission Face aux Français. Il a dit, en l'état, je ne signerai pas le traité. Est-ce que vous pensez capable de le faire? En l'état, ça veut dire quoi? Si on change une virgule, du coup, il signe? Moi, je me rappelle du candidat Hollande qui disait « Je renégocierai le TCE, le traité européen ». Qu'est-ce qu'il a fait une semaine après son élection? Il l'a validé. Donc si François Hollande remet en question ce projet de... Enfin, il faut expliquer peut-être ce que c'est, hein, ce traité transatlantique entre les États-Unis et l'Europe. En gros, c'est plutôt abaisser vers le plus petit dénominateur commun un certain nombre de normes économiques, mais aussi environnementales. Et donc, aujourd'hui, c'est la dérégulation à outrance vers le moins 10 ans. Et donc, je pense que c'est une mauvaise direction, surtout quand on sait que, notamment dans le domaine de l'agriculture... Et réponse à la question? Ma réponse à la question, c'est que je ne sais pas ce qu'il va faire, je pense qu'il ne faut pas le signer, ça je le sais. Après, ce que lui va faire, j'en sais rien. David Cormand, vous êtes un ancien acteur de théâtre. Oui. Vous soutenez les intermittents aujourd'hui?
Bien sûr, mais je les soutenais avant et toujours aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, on a dans tout un tas de domaines, notamment la culture, un appauvrissement de l'offre parce que les moyens, notamment des collectivités locales, baissent. Et en plus, on pourchasse un certain nombre de on peut être inquiet pour les festivals cet été. C'est pas un problème, ça, au fond? Est-ce que c'est pas... Qu'est-ce qui est problématique qu'il n'y ait pas de festival cet été, si le mouvement se poursuit? Mais il faut comprendre que si vous voulez de la culture, il faut des artistes. Et si on veut il faut des spectacles aussi. Mais pour qu'il y ait des spectacles, il faut des artistes. Ce qui fait un spectacle, ce sont des artistes avant tout. Ce sont des gens qui créent, qui donnent de leur temps, qui font de leur vie une œuvre de création artistique. Et pour ça, il faut qu'ils mangent. Et pour qu'ils puissent manger, il faut qu'ils aient des revenus. Et la remise en question du statut des intermittents, qui est récurrent depuis longtemps, c'est quelque chose qui a pour conséquence de remettre en question la capacité à créer dans notre pays. Dernière question, vous parliez du congrès d'Europe Écologie Les Verts au mois de juin. Vous êtes secrétaire national par intérim. Vous souhaitez une confirmation par les militants de ce rôle? Je souhaite une transformation de notre parti. Ce que je disais tout à l'heure, je pense que notre parti... Et vous serez candidat? Moi, je serai candidat. Mais je pense il y en aura d'autres importants? Il y aura d'autres candidats, oui. Mais il y a d'autres candidats. Bien entendu, moi, je pense qu'il faut réinventer profondément notre parti qui a beaucoup eu de défaillances ces dernières années. Ça, c'est la conséquence de changement. Vous savez, on a changé de nom entre les Verts et Europe Écologie Les Verts il n'y a pas très longtemps. C'était en 2010. Je n'ai pas constaté que ça avait changé radicalement les choses. Donc, avant de changer les noms, il faut changer les pratiques et nos ambitions. Merci David de Cormans, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, d'avoir été l'invité de cette matinale d'info. On passe à l'analyse de l'actualité par les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Merci, bonne journée. Bonne journée. Voilà, bonjour. Aujourd'hui, j'accueille Jean-Louis Picot du Parisien Écho qui va trouver sa place. C'est la première fois qu'il est sur notre plateau. Bonjour. Et merci d'être là, Jean-Louis Picot. Et François-Xavier Guilherme, un habitué de France Antilles et de France Guadeloupe. Bonjour, merci d'être là. France Guyane, mais avec une Guadeloupe aujourd'hui. Oui. Alors, on démarre ce débrief des propos de David Cormans, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, qui était donc l'invité de cette matinale d'info, avec la conférence environnementale, qui est la grande affaire de la journée. Il y participera, mais en même temps, il ne participera pas. Enfin, on a compris qu'il y avait une manière d'y aller à reculons, France. Sa collègue Michel Rivasi a dit que c'était une tartufferie, qu'il ne fallait pas y aller. Une supercherie, a dit Michel Rivasi, eurodéputé de ce même parti. Oui. Alors bon, ils vont y aller, puis ils vont y faire quoi, François-Xavier Guilherme? La figuration. Enfin, ils vont montrer qu'ils sont là, mais c'est clair, il l'a bien dit. Enfin, il a au moins la cohérence de ses propos par rapport à ses collègues qui sont partis au gouvernement, ou Emmanuel Cos qui l'a remplacé. Et, il est cohérent, il n'est pas socialo-compatible, et voilà, il le dit clairement. Je pense qu'il a raison, c'est un bon choix qu'ils font, ceux qui restent au vert. En même temps, il dit que ce qui va être important, c'est un nouveau programme, une nouvelle forme d'écologie à construire, Jean-Louis Picot. Il a confirmé l'abandon d'une alliance stratégique avec le PS, avec les socialistes, en vue de prochaines élections. C'est une rupture. Il fait une croix. Il dit pour l'instant, on va partir sur un nouveau projet, quitte dans un premier temps, je pense qu'il l'a calculé, à perdre certaines élections. Par ailleurs, je pense que ça va être intéressant de regarder ce qui va se passer du côté de Notre-Dame-des-Landes très bientôt avec le référendum, parce que je crois qu'en ce qui concerne les relations écologistes et socialistes, ça sera assez significatif de ce qui se passera derrière. Avec une victoire aux législatives partielles de la candidate qui était soutenue par le Parti Socialiste et Jean-Marc Ayrault. Oui, 74% d'abstention. Je viens de le rappeler quand même. Et sans le soutien des écologistes. Vous parliez du gouvernement, de cette rupture, justement, mouvements sociaux divers, grève SNCF dès ce soir. Les intermittents, on l'a vu ce week-end, qui commencent leur mouvement, enfin qu'ils poursuivent. Le 28 avril, il y a une grande manif contre la loi travail. C'est inévitable en fin de quinquennat comme ça, ce genre de revendications qui pulsent de partout. C'est sans doute inévitable. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, le gouvernement est mis à mal. Il est moins fort, le gouvernement. Il est moins fort. Il se cherche. Il n'y a qu'à voir. Après 4 ans au pouvoir, il se cherche encore. Il n'y a qu'à regarder ce qui va se passer ce soir avec les soutiens au président de la République, avec une partie du gouvernement qui va se réunir. Je pense qu'on est toujours, malheureusement, dans un certain bricolage, avec des choses positives, malgré tout, qui ont été faites depuis 4 ans, mais on n'a jamais su mettre en musique cet ensemble. Et puis, il y a cette fameuse courbe du chômage qui ne veut malheureusement toujours pas s'inverser. Donc, on continue l'improvisation.
Et ça se confirme encore aujourd'hui. Donc tout ça fait que la contestation, elle est plus forte que jamais, évidemment. Elle va continuer, François-Xavier Guilherme. Quand ils disent « et où la gauche », j'ai envie de dire là, la République, c'est sans doute là qu'ils sont, et non pas chez les partis de Union de l'écologie, les anciens amis de M. Cormand. D'ailleurs, c'est marrant, François Hollande a reçu le 23 mars dernier 6 députés socialo-compatibles qui, je pense, essaient de renouveler leur accord électoral avec les socialistes, eux, parce qu'eux, ils sont intéressés à garder leur poste. Lui, il n'a pas l'air intéressé du tout d'en avoir des postes aujourd'hui. Alors, je l'ai interrogé tout à l'heure sur la présence, en principe d'ailleurs, d'Emmanuel Coste, l'ancienne secrétaire nationale de son parti, à la réunion ce soir organisée par Stéphane Le Foll et la gauche. Bon, il a eu l'air de considérer que ça comptait pas. Elle est importante cette réunion quand même. Elle peut remobiliser François-Xavier Guilherme. Elle a une chance d'aboutir à quelque chose, ou alors c'est un slogan qui restera comme ça et haut la gauche. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Si vous voulez que ça marche, il faudrait qu'ils disent on retire la loi El Khomri. Et à ce moment-là, la gauche, ce qui est gauche en France, dirait ah d'accord, là, ok, on en veut bien venir. Mais pour le moment, je vois pas ils disent et où la gauche, alors que d'un côté ils brandissent la loi travail, quoi. Même si les gens n'ont pas relu, qu'elle a été amendée, etc. Mais ça reste symbolique et je dirais que c'est ça. D'un côté, et où la gauche, oui, loi travail. Comment on mesurera qu'elle marche ou pas, cette réunion, qu'elle fonctionne ou pas? C'est difficile. Moi, je pense que d'ores et déjà, c'est quasiment un constat d'échec. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où une partie du gouvernement se sent obligée de se réunir pour, quelque part, défendre son bilan, c'est soit qu'on est dans la justification, et c'est pas forcément bon signe, soit, c'est sans doute ce qu'il y a de plus plausible, on est déjà dans la suite de l'élection présidentielle de l'année prochaine. Alors là, vous avez raison, c'est qu'il y a une défection majeure chez Europe Écologie Les Verts. C'est Denis Baupin, qui était, je le rappelle quand même, vice-président de l'Assemblée nationale et député, qui a décidé de quitter le parti parce que cette ligne ne lui convient pas, au fond. La rupture avec le gouvernement, la rupture totale. Oui, ça confirme que, comme l'a dit M. Cormand, il y a un problème au sein du parti et il y a un problème de projet, de contenu. Mais ça, à la limite, pourquoi pas? C'est peut-être une bonne chose. C'est-à-dire qu'on s'intéresse au contenu avant de s'intéresser aux personnes. Et ça, c'est sans doute un point positif. Alors j'interroge le correspondant des journaux des départements et territoires d'outre-mer. On pense quoi d'Europe Écologie Les Verts et de l'écologie sous cette forme-là dans les DOM-TOM? Alors on va parler des Antilles. Il y a un petit parti Guadeloupe Écologie qui a fonctionné bien et qui, les élections européennes de 2009, a fait un carton aux Antilles parce que la tête de liste était guadeloupéen. Mais c'est tout. Après, il n'y a pas de représentation. C'est la prime locale. C'est ça. Alors Jean-Louis Picot, on va passer à la raison principale pour laquelle vous êtes sur ce plateau aujourd'hui. Valérie Pécresse est face aux entrepreneurs dans une édition spéciale du Parisien Écho. Alors la nouvelle présidente Les Républicains du Conseil régional d'Île-de-France s'est entretenue avec 4 acteurs de l'économie dans le cadre d'un rendez-vous face aux entrepreneurs. Son souhait, renforcer la région. Oui, elle dit clairement qu'elle veut passer devant Londres, qui est pas forcément l'exemple qu'elle veut suivre. En tout cas, ce qu'elle dit, c'est que pendant très longtemps, Londres n'était plus dynamique, n'avait plus d'attractivité. C'est exactement ce qu'elle voudrait faire pour Paris, dans plusieurs domaines, à commencer bien sûr par l'emploi, entre autres, même si c'est pas forcément, enfin c'est une priorité pour elle, c'est pas forcément sa première responsabilité, mais la région s'occupe de formation, donc d'emploi. J'ai relevé 3 points importants. Oui. Les transports, indignes des franciliens, dit-elle. Oui. Ouvrir les lycées aux entreprises. Donc être dans le concret absolu. Alors, oui. Et la culture, elle dit qu'elle relève, contrairement à ce qu'on pense, qu'elle augmente le budget. Oui. Alors les transports, effectivement, bon, elle dit qu'on parle beaucoup du Grand Paris, de nouvelles lignes, mais déjà il faudrait rénover l'existant, puisqu'il y a des milliers de franciliens qui souffrent chaque jour de problèmes sur les lignes qui sont déjà en fonctionnement. L'autre point sur l'initiative qui a été prise par un chef d'entreprise qui était en face d'elle lors de ce débat, qui a intégré à ses équipes de BTP des jeunes des lycées du bassin d'emploi de sa région, c'est exactement vers ça qu'elle voudrait aller, parce que c'est vrai qu'il y a un problème parfois de cohérence entre ce qui est proposé aux jeunes localement par rapport au bassin d'emploi. On habite à un endroit, on doit aller complètement à l'autre bout de l'Île-de-France. C'est aussi un problème. C'est aussi en cela, elle nous fait une annonce qu'elle va essayer de mettre en place des mesures pour la gratuité de la préparation au permis de conduire pour les jeunes. Cet entretien retrouvé dans Le Parisien, donc édition spéciale économie, et puis sur leparisien.fr, qui sort tous les lundis, et sur leparisien.fr aussi, c'est important, où il y a une vidéo
de C'est ça, il y a une vidéo de cet l'entretien. entretien. François-Xavier Guilherme, France-Antilles, semaine de la vaccination, on va retenir ce titre pour l'édition Guadeloupe. On voit pendant qu'on parle. Un vrai problème épidémique en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Les chiffres C'est un problème de santé publique? Ah oui, complètement. Les pris en charge très sérieusement et les professionnels de l'économie du tourisme, etc., sont très inquiets parce que les commandes ont baissé alors que tout marchait bien, pour une fois. Et là, donc, voilà, le Zika, c'est-à-dire qu'il angoisse de plus en plus. C'est pas seulement une grosse grippe, ça a des conséquences qu'on ignore. Il y a Guillain-Barré, des formations des microcéphalies chez les nouveau-nés. C'est inquiétant. Merci François-Xavier Guilherme, merci Jean-Louis Picot du Parisien, François-Xavier Guilherme de France-Antilles d'avoir été l'invité de cette matinale d'info ce matin. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle matinale d'info. Bonne journée à tous.